Baba Fozzo Toucam Junior dit Luciano. La vie à force de chercher. Ces récits qui viennent, 3. D'Acre Édition, à paraître. Quand je quitte Casablanca pour la forêt, je reçois des nouvelles d'un vrai ami d'enfance du Cameroun, Boris, qui est comme un jumeau. On se ressemble de tout, même façon de parler, de penser, tout pareil. Il m'appelle du Cameroun pour me dire qu'il est en route lui aussi. Quand j'entre dans la forêt, il arrive en Algérie. Sans nouvelles de ma part, il prend finalement la route de la Libye, où on le capture. Quand sa famille paie la rançon, il bosa par la Libye. Je lui dis, tu es venu derrière moi, mais tu as déjà bosa. Avec lui, j'ai appris une chose. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Et aussi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par sortir. En forêt, il existe un gouvernement, avec un général, un chef d'état-major, des officiers, des cuisiniers. Mais quand tu viens d'arriver, tu n'es pas du gouvernement, tu es passa, simple passager. Un de ces jours, mon téléphone sonne alors que je suis en forêt. C'est une amie espagnole qui m'appelle, rencontrée sur Facebook. Elle vit à Barcelone. Je ne sais pas alors qu'en forêt, il est strictement interdit d'utiliser son téléphone. Ça crée toute une panique, tout un désordre. Mon téléphone est confisqué, je suis puni, tout le monde me prend pour un traître. Ils m'ont entendu parler espagnol, alors qu'en forêt, personne ne parle l'espagnol. Tous parlent français, anglais, arabe, et puis les langues maternelles, mais pas l'espagnol. Finalement, au fil des semaines, l'espagnol m'aide à être considéré comme important. Car si nous parvenons à rentrer à Ceuta, cela pourrait être un atout. Je suis donc nommé cuisinier. J'entre dans le gouvernement. Je passe au-dessus des passagers dans la hiérarchie. Être cuisinier n'est pas facile. Tous les jours, c'est la bouillie. La bouillie, pour plus de 2000 personnes, c'est pénible, vraiment pénible. Un jour, je mets la bouillie au feu et je m'endors. Un membre du gouvernement passe et on se bat. Le gouvernement organise une réunion pour s'expliquer. Une autre bagarre se déclenche et on se bagarre toute la journée. Le gouvernement nous laisse faire. On se tabasse pour ne pas être considéré comme vaincu. On finit par se coucher par terre, de fatigue. Le lendemain, je reprends mon poste de cuisinier et lui, son poste d'officier. Un jour, je commence à essayer de courir dans la tête du chef d'état-major, à l'utiliser pour essayer de changer de poste, car cuisinier, c'est vraiment pénible. Je lui dis, tu sais, moi, j'ai une amie qui vit en Espagne. Si on traverse, elle pourra nous aider. Si on traverse, moi je vais tout comprendre, alors que toi, il te faudrait un traducteur. On pourrait bien s'entendre. À la réunion du gouvernement suivante, le chef d'état-major me change le poste, il me nomme commissionnaire. À partir de là, je pars acheter la tarame, le sucre, les gâteaux, les biscuits. En général, les Marocains mangent ça comme un couscous, la tarame. Nous, on la mange sous forme tapioca. On trempe ça dans l'eau, on met ça avec du sucre. Quand je pars pour les commissions, je prends certains téléphones des passagers en cachette. Les passagers avec lesquels je suis le plus en contact, et je pars les charger dans les cybercafés. Je leur fais cette faveur sachant que c'est interdit. Il y a des passagers qui sont encore en contact avec leur famille. Le gouvernement ne le permet pas, mais ça me fait de la peine. Eux aussi, par compassion, me donnent quelques petits dirhams. Avec ça, je parviens à me connecter au cyber. J'achète aussi souvent un antibiotique, du Doliprane. On est en plein hiver. Même si on n'est pas malade, on le prend comme prévention. J'achète aussi du bicarbonate pour essayer d'évacuer toutes les conneries que l'on mange. On mange trop de pain, on est constipé. Il n'y avait pas de toilette dans la forêt. Qu'est-ce qu'on en a versé des engrais là-bas? Imaginez, les excréments de ma communauté, 1800 personnes. Que asco! En tant que commissionnaire, j'achète donc 3 médicaments.
paracétamol, bicarbonate et doliprane. J'achète aussi la tarame, les biscuits, la farine. C'est avec la farine qu'on fait la bouillie. En ce qui concerne les fruits, je n'en achète pas, mais je peux en ramasser dans les marchés, des fruits abîmés. Dans la forêt, on les coupe, même pourris, rien que pour en avoir l'odeur. Imaginez une papaye pourrie. On la coupe, coupe, coupe. On mange 1/1000 de la papaye. C'est pas la papaye que tu suces, c'est l'odeur de la papaye que tu suces. Je ramasse aussi des pommes de France. Au Cameroun, on fait la distinction entre pommes de terre et pommes de France. Je compte les fois où j'ai mangé des pommes de France. Il faut être un enfant de riche pour en manger. Je me disais, une pomme à 350 francs, ça va rien me donner, je vais manger autre chose. Une nuit, où je rentre des achats en tant que commissionnaire, je suis poursuivi par 8 policiers qui veulent m'arrêter. Je me casse presque le pied, je les sème finalement et je rentre en forêt. J'explique tout au gouvernement. À ce moment-là, le chef d'état-major décide de me changer de poste, il me met cibleur. Grâce à cette position, je connais maintenant toute la forêt Cassiago. Je la connais parfaitement. Tout cela, du passa au cuisinier, au cibleur, dure 4 semaines. En tant que membre du gouvernement, je peux boire l'eau. Les passagers, eux, ils la goûtent, ils ne la boivent pas. Je suis un privilégié. L'eau dans la forêt, c'est une petite source qui sort de la terre dans un coin marécageux. Une quarantaine de personnes partent chercher de l'eau, là, escortées par des officiers. Les officiers sont là pour éviter que la chenille des personnes ne soit coupée. Si tu coupes la chenille, c'est le bâton. Il y a les officiers de devant qui tendent la chenille, les officiers sur les côtés et les officiers derrière. Un aller-retour à la source peut prendre 1 heure. Ils peuvent organiser peut-être 3 tours dans la journée, mais pas avec les mêmes personnes. En forêt, il y a toutes les communautés, guinéennes, camerounaises, et chaque communauté a son gouvernement. Durant mon séjour en forêt, je ne vois pas de femmes, aucune. Peut-être qu'il y en a dans d'autres communautés, mais je fréquente surtout la communauté camerounaise. Wilson, lui, n'est pas du gouvernement. Il est trop calme. Moi, je ne me voyais pas vivre comme un passager. Le passager, le passa, il a des problèmes pour manger. Il est toujours en train de dormir. Mais Wilson sait aussi que comme je suis dans le gouvernement, il n'aura pas de problème. Je lui donne toujours de petites choses. Il sait que même s'il dort, je vais lui apporter quelque chose. Il n'a pas besoin d'entrer au gouvernement lui-même. Il sait que je dois être ses yeux, ses oreilles, son manteau. Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'être son manteau. Il est très important dans ma vie. Dans la forêt, même avec l'organisation militaire, il n'y a aucun ancien soldat. Pourtant, tout le monde connaît l'organisation de l'armée. Au Cameroun, on a des militaires. On connaît la hiérarchie. L'Afrique a connu beaucoup de troubles ces 35 dernières années. On a grandi avec cette culture militaire. Quand on arrive en forêt, on sait que le général est le plus haut gradé de l'armée. On sait aussi qu'il est normalement nommé par le président de la République, mais en forêt, il n'y a pas de président de la République. Au-dessus du général, c'était Dieu. Et qui l'avait nommé ? Point d'interrogation. Dans le gouvernement camerounais de la forêt, le général n'est pas grand, n'est pas musclé, n'est même pas vieux. Qui l'a nommé ? On ne sait pas. Voilà pourquoi on suppose que c'est Dieu. Je sais quand même qu'il y a des gens qui sont arrivés en forêt et au Maroc avant lui, mais ce n'est pas l'ancienneté qui compte. En forêt, j'arrive simple passager. Quand je suis cuisinier, mon grade équivaut à officier. Quand je deviens commissionnaire, c'est toujours le même grade, officier, mais comme après un stage, un officier qualifié. Après, je deviens cibleur. Quelqu'un qui arrive en forêt et qui me voit cibleur peut se demander « Tiens, mais lui, comment il est devenu cibleur ?» Moi aussi, je me demanderais comment un flemmard deviendrait général. C'est un va-nu-pied, et j'exécute ses ordres à la lettre, pourtant.
Après cibleur, je deviens mirador. Cibleur et mirador, c'est le même grade, et presque la même tâche. Le cibleur dépiste les endroits où on va frapper pour tenter la traversée vers l'Europe. Si je décide qu'il y a un endroit free, avec moins de policiers, c'est là-bas qu'on va frapper. Le mirador, lui, marche dans toute la forêt pour voir s'il n'y a pas la police marocaine. Le boulot de cibleur, c'est beaucoup de mathématiques. Tel policier a fait tel geste, tel policier est passé à telle heure. Tu dois tout contrôler, tous les faits et gestes. Le mirador joue le rôle de cibleur, mais contrairement à lui, il ne peut pas décider quand il faut organiser la frappe. Alors que le cibleur peut dire « Aujourd'hui, mon général, on organise la frappe ». Le cibleur est le bras droit du général. Les membres de l'état-major, eux, ne connaissent rien, ils ne font que fumer. Avant mon arrivée en forêt, il y avait un Africain subsaharien qui était cibleur. Il était allé dans un village proche de la forêt. Là-bas, il avait violé une femme au cours d'une patrouille. Je ne connaissais pas l'histoire. Quand je suis arrivé dans le village un jour, en tant que cibleur, ils ont crié. Ils ont un cri très particulier, les Marocains, comme un cri à l'aide. You, 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 you. Ce cri, ils le font pour les mariages, pour les fêtes, pour appeler au secours. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui n'a pas marché ici ? Ils ont commencé à me dire, viens ici, je n'ai pas fui. Mon grand-père m'a toujours dit, tant que tu n'as rien à te reprocher, ne fuis rien, puisque c'est l'esprit qui manipule l'esprit et que c'est la chair qui fait mal à la chair. Je leur ai demandé, je viens pour faire quoi ? Ils ont commencé à me cravater. La fille m'a défendu en disant que ce n'était pas moi le violeur. Elle criait là, 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 non, non, non. Ils ont commencé à me dire Smali, Smali, excuse-nous. Je leur ai répondu Maïkei Mouchkin, Khana Kif Kif. Il n'y a pas de problème. On est la même chose. Puis un papa m'a dit tu veux le pain ? C'était un geste de paix, car le pain est une nourriture sacrée au Maroc. Un autre Marocain m'a expliqué qu'il y avait eu des conflits entre l'Algérie et la France, que le Maroc était venu soutenir les Algériens et qu'à cette période, il n'y avait que le pain. Alors quand le vieux père m'a dit « Brit Troops, tu veux le pain ?» Je lui ai répondu avec la tête que oui. Et il m'a dit « Maraoula, Inch'Allah, la prochaine fois si Dieu le veut. Une prochaine fois, je pourrai à nouveau venir manger le pain. » C'était une manière de s'excuser, car ils allaient me lapider. Je leur ai répondu « Ayala Moueldik, que Dieu te bénisse. » Je crois. Ils employaient beaucoup cette expression. J'ai pris le pain, beaucoup de pain rond. Le vieux m'a aussi donné beaucoup d'olives et j'ai continué ma patrouille pour cibler. « Ken Bizef Khanouchana » m'a dit le vieux, ça veut dire « il y a beaucoup de policiers là-bas ». Ça lui faisait plaisir de trouver une personne qui le comprenait. Ensuite, pendant ma patrouille, j'ai rencontré le Guinéen Chucho Boy. Je ne sais pas si c'était son nom ou un sobriquet, chacun son truc. Mais il aimait bien dire « Angan Sindi ». C'est une langue soussou, ça veut dire « fils de pute », un truc comme ça. À mon retour, j'ai apporté les pains au gouvernement. Les jours suivants, j'ai fait beaucoup de balades. À partir du Mont Blanc, je voyais tout. Comment les mamans partaient faire du commerce du côté de l'Espagne, tout. Quand je m'asseyais au Mont Blanc, je voyais toute la ville. Il y avait un berger qui passait tous les jours, avec des moutons dans la forêt. Comme cibleur, je le voyais partout, au village, dans la forêt. Je ne l'ai jamais dit au gouvernement. Mais j'avais des idées comme « et s'il nous vend ? Et s'il est là pour nous espionner ? Et s'il empêche notre frappe ?» J'imaginais attacher le berger à un arbre. Je me disais aussi « comment penses-tu à attacher un berger qui ne t'a rien fait ?» Quand tu entres dans la forêt, tu as des idées négatives. Tu n'as plus froid aux yeux. La pitié est vaine. Tu n'as plus de pitié. Tu es capable d'assassiner. La douleur devient une faiblesse. Tu deviens sanguinaire. Tu n'as plus le même cœur. Tu as des idées démoniaques. Je dis là ce que je ressentais. J'avais envie d'attacher le berger à un arbre. Quand une personne a une idée dans la tête en forêt, elle intoxique facilement les autres et les fait marcher à son rythme. C'est un peu comme les abeilles. Si une abeille pense qu'il y a du miel quelque part, elle fonce. Donc, si j'avais cette idée dans la tête et que j'avais parlé de l'espion berger au gouvernement, le gouvernement aurait foncé. Si quelqu'un m'avait suivi,
on aurait pu punir le berger espion. Mais je n'avais aucune preuve. Je n'étais pas fier avec ma conscience. Il n'y avait que Wilson qui était au courant de l'histoire. Il ne parlait pas, il riait seulement. En forêt, mes paupières ne frappaient pas. Mes yeux étaient toujours ouverts. Wilson, puisqu'il me connaissait depuis l'Algérie, savait que j'étais devenu une autre personne. Il savait. En forêt, j'étais une autre personne. Mais je n'ai pas attaché le berger. J'ai continué à sortir pour aller faire ma patrouille. J'allais au cyber. Je mettais ma musique là-bas pour me déconnecter. J'écoutais les Kerry James, les Booba, les Nishka, les Tupac Shakur. Putain, Tupac. Je regardais des vidéos. Je me connectais pour écouter la musique. La musique me cognait la tête. Booba, c'est une musique qui explose la tête. Ça atteignait la tête. J'écoutais Kerry James pour éveiller ma conscience. Nishka aussi. Il me faisait comprendre. Mais tiens, tu peux réussir. Il y avait toutes ces musiques-là. Ça me réveillait un peu la conscience. Quand ma tête chauffait, j'écoutais la musique. Pas les musiques sentimentales. Je voulais des musiques choquantes, des musiques de conscience. Les musiques sentimentales, tu peux les écouter quand tu as la tête tranquille. L'amour. L'amour. Quel amour tu vas partager avec quelqu'un qui va t'aimer dans la forêt? Impossible. Alors que Kerry James, 28 septembre 1977, ce son-là, cette musique-là, elle m'a trop blasé, elle m'a plu. Il chante, il dit qu'il vient d'une famille pauvre. La Fouine aussi, j'écoutais sa musique. Soprano, tonton Tikenja Fakoli. Putain de frontières, ouvrez les frontières, laissez-nous passer, les Bob Marley, les Lucky Dube. J'en avais marre, je sortais tous les jours, je ne trouvais aucune faille. Quand est-ce que ça allait finir? Quand je voyais les gars couchés, je savais que tous comptaient sur moi, puisque c'est moi qui allais décider par où on allait passer. Ils ne savaient pas que c'était moi, mais moi, je savais que j'étais responsable d'eux. Peut-être que certains allaient être arrêtés quand on lancerait la frappe. Peut-être que certains se fractureraient les pieds et les mains. Je pensais à tout ça. C'est moi qui organiserais tout cela. J'avais intérêt à faire un plan en béton, un vrai plan. Quand j'étais Mirador, j'utilisais un coup de sifflet particulier. Je sifflais et l'autre Mirador me répondait. On était 4 Miradors. On faisait un sifflet plus ou moins long, selon le côté d'où venait la police. Si la police venait, on commençait à crier « Boum là !» Puis on commençait à courir « Boum là !» « Angan Cindy !» répétaient les Guinéens. Nous, les Miradors, on faisait le maximum d'efforts pour éloigner la police. Et pour qu'elle ne nous croie pas nombreux. On fuyait à droite et la police nous suivait. Et les passagers étaient conduits à gauche par le gouvernement. Imaginez, 1800 passagers qui fuient, elles s'embrouillent. On faisait l'effort d'aller très loin pour protéger nos passagers. Quand on courait, on criait aux policiers pour faire exploser notre rage. En venant nous voir, ils freinaient notre programmation. Ils cassaient tout. Il fallait tout reconstruire. Les tentes, les Kosovos. Les Kosovos, c'était les draps épais, des matelas de mousse sur lesquels dormaient les membres du gouvernement. Les autres dormaient par terre. Peut-être que les réfugiés de la guerre du Kosovo avaient l'habitude de dormir comme ça en 1999. Je ne sais pas pourquoi on les appelait les Kosovos. La police gâtait à chacun de ces passages tout ce que nous avions construit. Quand les policiers venaient faire le désordre, ils ramassaient tout. Téléphone, argent, tout. Nos petits jetons, nos petits sous étaient cachés dans nos Kosovos. Chaque passage de la police rallongeait notre temps en forêt.